Si la conquête spatiale et les satellites en particulier voient arriver de nouveaux acteurs, les pays émergents, eux, ont encore beaucoup de retard à rattraper. Une opportunité pour les entreprises du New Space. En plateau avec nous, Olivier Pieps, président de Prométhée. Bonjour, vous préparez une constellation de nanosatellites d'observation de la Terre et une plateforme d'analyse d'images pour apporter des applications spatiales moins chères aux pays émergents. À vos côtés, Philippe Gauthier, président d'Emeria, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'assemblage de satellites. D'ailleurs, vous accompagnez Prométhée, il faut le dire, dans la conception de ces nanosatellites. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Tech. Bonjour Cécilia, merci. Alors pour commencer, Olivier Pieps, pourquoi le marché des pays émergents représente-t-il une opportunité pour vous ? Alors, tout d'abord, c'est la fameuse idée que nous vivons dans un seul monde, que nous partageons le même monde, qui est un peu une utopie des années 70, mais plus seulement, puisqu'on le vit tous. On a vu avec le Covid-19, le pangolin à Wuhan vide la 5e avenue, même un pays qui est persuadé, America Great Again, qu'il y a des frontières, qu'on arrête le dérèglement climatique. Eh bien non, il y a une notion d'interdépendance. On voit maintenant que le local impacte le global. Et pour régler les problèmes locaux, on a besoin aussi d'une vision globale. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a cette notion de co-responsabilité. Nous partageons le même monde. Et donc les pays africains, latino-américains, font partie du même système et interagissent directement avec notre vie quotidienne de Parisiens, de New-Yorkais. C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'aller aussi de ce côté-là. Mais alors, de quel pays on parle ? Parce qu'on ne parle plus de la Chine et de l'Inde, par exemple, il faut bien le préciser, qui, eux, ont rattrapé d'une certaine façon leur retard. Bien sûr, ça reste des clients, mais de quel pays émergent on parle là, qui essaie de s'emparer du marché ? Philippe Gauthier, peut-être ? Les grandes zones, en fait, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud, et puis l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est. Oui. En tous les cas, comme on le disait, Prométhée et Emeria sont de jeunes sociétés, donc on est aussi au début d'une histoire. Rien ne nous interdit de penser qu'on ne travaillera pas un jour avec la Chine. Oui. Mais vous avez raison, oui. C'est pas forcément La Chine avance bien toute seule, c'est ça que je veux dire. La Chine et l'Inde avancent bien tout seuls. Oui, bien sûr. Ils vont avoir des partenaires, mais bien sûr. Là, il est question de ces pays qui ont besoin d'aller chercher des entreprises comme la vôtre. Mais pour répondre à quels besoins ? D'ailleurs, ça c'est ma question suivante. Pourquoi aujourd'hui il y a des pays qui ont besoin de s'équiper en nanosatellites ? Alors, je vais répondre en deux volets. Le premier, c'est qu'il y a un nombre de pays qui clairement ont une appétence pour la souveraineté. Souveraineté numérique, digitale, et puis souveraineté spatiale. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que y a des acteurs dans le spatial, il y a des grands satellites, et il y a un certain nombre de pays qui créent des agences spatiales, qui ont donc une ambition spatiale, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter les grands systèmes. Et donc avec notre offre, on ouvre le monde spatial à ces pays dits émergents. Et c'est vrai qu'au niveau spatial, la Chine n'est pas émergente, l'Inde n'est pas émergente, c'est bien clair. Ce sont des big players. Mais à quoi ça va servir concrètement ? De quoi on parle comme application ? Pourquoi ces pays ont besoin de nanosatellites ? Oui, en fait, pour schématiser, il y a deux grands types d'utilisation. D'une part, la protection des ressources naturelles, au sens large. Ça, tu pourras développer, Olivier, mais donc protéger ses ressources halieutiques, en poissons, en eau douce, en forêt, voilà, et qui se situe vraiment dans l'optique développement durable. Donc c'est de l'observation de la Terre. Observation de la Terre, oui. Avoir ses propres données qui soient fiables, qui soient les siennes pour garantir qu'elles ne sont pas trafiquées, qu'elles ne sont pas... D'où la souveraineté. D'où la souveraineté. Se faire sa propre opinion soi-même de la réalité des choses, indépendamment de tout ce qui peut être amené par d'autres pays qui peuvent avoir des intérêts contradictoires ou factions, parce qu'il y a des pays qui ont une certaine forme de complexité aussi. Et puis, assez proche aussi de cette protection des ressources, le côté sécuritaire aussi. Voilà. Et donc, l'espace est quelque chose d'absolument extraordinaire pour faire ça, puisque, par définition, on est au-dessus. Et donc, il y a l'angle digitalisation aussi, avec les communications d'abord, les liaisons Internet. Bien sûr. Le spatial, en fait, c'est vraiment une industrie qui est de bout en bout.
qui produit de la donnée, encore une fois souveraine, indépendante, mais qui va jusqu'à fournir de l'information organisée, structurée, intelligente, qui va permettre d'apprécier les situations. Et puis, pour répondre aux besoins, il y a un deuxième besoin ou envie ou appétit, comme le disait Olivier, qu'on observe, c'est un appétit économique, industriel. L'espace est un monde qui fait rêver. Enfin, bon, pas besoin de le dire là, avec Thomas Pesquet qui part demain, qui repart demain. Enfin, oui. ça fait briller tous les yeux, et ça fait briller les yeux des jeunes, des pays, des politiques, etc. Et donc ces pays-là, qui sont des pays qui ont une envie, qui ont une jeunesse, qui ont une expertise, et qui ont un dynamisme numérique y compris, puisqu'on l'a bien vu dans des secteurs comme la téléphonie, où ils ont sauté les étapes en réalité. Et ben, ils ont envie aussi de prendre part à cette course technologique. Et c'est vrai que les technologies, l'approche et les coûts aussi, il faut le dire, que nous proposons, leur permettent effectivement d'avoir accès à cette prise de position dans cette course internationale. Le sujet des coûts, c'est intéressant parce que c'est peut-être la raison aussi, à la fois qui crée de nouveaux acteurs comme vous et qui fait que les pays émergents s'emparent maintenant du marché. C'est-à-dire que cette notion de nanosatellites, avec la miniaturisation des satellites, si le marché des satellites est plus accueillant peut-être pour les pays émergents aujourd'hui, c'est principalement parce qu'il est moins coûteux ? Alors, donc en effet, la proposition qu'on fait avec Prométhée, on la segmente en deux niveaux. On appelle ça l'Earth Intelligence as a Service. Donc on va amener à cette souveraineté numérique d'abord. Donc on va commencer avec ces pays à leur donner les moyens d'avoir accès à la donnée numérique, en particulier en travaillant avec un grand idéal européen qui s'appelle Copernicus, parce qu'il y a déjà, il faut le dire, beaucoup de données disponibles. Donc l'idée, c'est déjà d'apprendre à ces pays à utiliser ces données, mais en passant de l'image à la smart data au service. Alors ça, ce sera le sujet d'après, le sujet software de ce talk, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête une minute sur pourquoi aujourd'hui, c'est plus une opportunité qu'hier pour les pays émergents. Enfin, vous signalez le problème du coût, pour donner un ordre d'idée. On va dire que, il y a une miniaturisation, dans le domaine du satellite. On fait, comme tout. Voilà, ce qu'on a dans la poche, un smartphone, ça n'existait pas il y a 15 ans. En gros, un petit satellite, ça fait à peu près la même chose qu'un satellite, disons 20 à 50 fois plus gros, et ça coûte à peu près 20 à 50 fois moins cher. Voilà, donc en 10 ans, c'est-à-dire en 10 ans, donc forcément, ça veut dire que, de façon très concrète, alors sauf que en plus les petits satellites, ils ont l'intérêt, comme les satellites tournent autour de la Terre, si vous voulez, d'avoir un rafraîchissement de la donnée, parce que au-dessus d'un point, il y a un satellite qui passe toutes les 30 minutes. Il y a la notion de constellation avec les nanosatellites. Donc, si vous voulez, ça permet à un satellite un pays qui a des moyens assez modestes de s'offrir, on va dire pour le prix d'un avion de chasse, une constellation de satellites, Voilà, si vous voulez, Donc il y a un accès au-delà maintenant. Le budget qu'on pouvait mettre dans la défense, on peut aussi le mettre maintenant. Je dis pas qu'il va remplacer, mais il y a beaucoup de pays qui s'achètent des avions de chasse, et donc ils peuvent. Voilà, c'est un peu ça. Et ce qui était absolument pas le cas il y a quelques années précédemment. Donc oui, il y a la baisse des prix crée effectivement un appel sur le marché, une capacité de pays de rentrer dans ce type d'économie, et puis évidemment développe les usages, parce que la donnée aussi, l'infrastructure est moins chère, mais la donnée est moins chère, donc ça crée effectivement tout un tas d'usages qui vont se développer. Toujours sur ce marché-là, est-ce qu'on peut le quantifier ? Est-ce qu'on peut quantifier la part des pays émergents sur la part du marché global des satellites ? Ou c'est trop tôt ? Vous avez une idée, j'imagine, puisque c'est votre cible. Alors, on va parler d'observation de la Terre. Oui. Alors aujourd'hui, les chiffres varient. Le marché de l'observation de la Terre avec le digital, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Et quand on voit la contribution, ce que nous définissons comme des pays émergents, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique latine, c'est quasi une ligne plate. C'est-à-dire qu'il n'y a quasi rien. Il y a des agences spatiales, il y a des budgets, mais en observation de la Terre,
on est quasi à zéro. Ça veut dire que si on arrive à mettre en place des constellations et tout le système digital pour qu'il y ait cette autonomie, on va créer une nouvelle capacité. Oui. Donc on va créer un nouveau marché. C'est un impact. Donc de ce marché de 80 milliards, on va vraiment l'étendre de manière importante. C'est une belle perspective quand on est une entreprise qui éclot dans ce secteur-là. Et puis l'autre, ça c'est une des ruptures. Donc on ouvre à des nouvelles zones. Et la deuxième rupture, c'est vraiment démocratiser l'observation de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, les images coûtent encore très cher. Et nous pensons, on en parlera après avec le système digital, qu'on peut réduire drastiquement le coût de l'image, qui est la donnée d'entrée pour le système de service. Même l'image elle-même. Oui. Hein? Pourquoi aller vers des entreprises comme la vôtre? On a parlé plusieurs fois de la création d'agences spatiales, c'est-à-dire qu'ils s'en créent plusieurs dizaines tous les ans. L'Union africaine va lancer la création d'une agence spatiale regroupée dont le siège serait en Égypte. Pourquoi ils le créeraient? Pourquoi ils ne pourraient pas répondre à leurs besoins eux-mêmes? Ils le feront, mais bon, il faut situer un petit peu les choses dans la perspective historique. Prenons la France. La France qui est un grand pays, un très grand pays en matière spatiale. Faut quand même le rappeler, qui a tous les savoir-faire dans toutes les technologies du spatial, avec une agence, le CNES, remarquable. Je crois qu'on a fêté les 60 ans de cette agence. Donc les choses se construisent. Elles vont aller plus vite avec les pays émergents, mais elles se construisent quand même dans le temps. Donc c'est vrai que marquer une volonté politique avec la création d'une agence, c'est quelque chose qui est très important. C'est souvent le début d'une histoire. Voilà. Donc oui, elles le feront, mais elles ont besoin aussi d'un peu de temps, elles ont besoin de savoir-faire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant pour elles aujourd'hui d'aller plutôt chercher des entreprises d'abord, pour avoir les infrastructures en place plus tôt et ensuite de développer les agences. Je crois que c'est aussi il y a deux traditions françaises. Il y a une tradition du spatial, on l'a dit, on a toujours été très très présent. Je pense qu'on est deuxième, troisième, quatrième puissance spatiale mondiale, selon les différentes perspectives qu'on peut regarder. Et puis il y a aussi une tradition de coopération en France. La France est un pays qui approche effectivement le business international avec une perspective de coopération, de transfert de technologie, de co-manufacturing, etc. C'est une vision de l'ONU aussi, ça, qui essaie d'insuffler avec certains programmes l'accès au spatial à tous, aux pays émergents, pour qu'ils aient ces possibilités d'analyse d'images, d'analyse de leur territoire, pour l'environnement en grande partie, c'est un des sujets. Donc il y a déjà en place des choses pour pousser ces pays émergents vers le secteur du spatial et des satellites. Oui, je pense que dans les discussions que nous avons en ce moment avec ces pays, on a aussi des discussions avec le tissu économique, avec des PME, avec des sociétés qui sont soit dans le domaine électronique, soit dans le domaine plutôt du traitement numérique. Voilà, et on a envie, on pense qu'effectivement c'est un formidable levier de développement, y compris pour nous, que cette envie de ces pays de bâtir un écosystème. Alors Olivier Pieps, on y arrive, il y a la proposition hardware, si j'ose dire, avec les satellites. Et donc vous parlez aussi d'investir ce deuxième marché qui va être le software, c'est-à-dire proposer les compétences numériques, digitales, de développement qui vont avec les compétences les acquis satellitaires, si j'ose dire. Mais tout à fait, parce que dans nos discussions avec les différents pays, il y a une vingtaine de pays qui nous ont contactés. Cette velléité à coopérer est très importante. Donc aller dans des AIT pour le satellite, pour faire des choses ensemble, et on discute, mettre des ingénieurs africains, d'Amérique latine chez nous, faire des activités, produire chez eux, c'est en discussion, ça les intéresse. Mais il est évident que quand on prend par exemple l'Afrique, aujourd'hui, il y a un dynamique digital extrêmement important. Peut-être l'industrie lourde progresse, mais plus doucement. Par contre, l'industrie digitale, on a des experts, on a des programmeurs, etc. Donc il y a cette volonté de mettre en place ce qu'on appelle notre plateforme digitale, donc le Earth Intelligence as a Services, donc qui a pour but d'aller prendre l'information et d'agréger de l'information, donc de l'information in situ, de l'information qui vient de Copernicus, d'autres partenaires, d'autres constellations françaises, mais tout ça pour en sortir des services. Les Africains, nos partenaires africains sont très intéressés et tout à fait capables d'être formés et de très vite devenir autonomes là-dedans. On parle d'autonomie numérique. Oui. Alors il faut voir aussi qu'il y a un double impact, c'est-à-dire
C'est-à-dire que si on travaille avec eux sur de l'intelligence artificielle, du cloud, big data, du traitement d'images, ce sont aussi des expertises fondamentales pour le développement de leur industrie. Donc quand on veut développer une supply chain dans les 10 ans, soit on a acquis ces connaissances, ou on ne sera pas intégré dans cette supply chain mondiale. Donc en construisant ça, on construit avec eux leur industrie 4.0, on les aide à progresser aussi globalement au niveau industriel. Des satellites et des par rapport aux satellites, une formidable porte d'entrée pour nourrir toute l'industrie africaine, latino-américaine aussi, mais l'Afrique en effet au niveau du digital, vous savez, il y a, tout le monde sait qu'en Afrique il y a il manque de beaucoup de choses, mais tout Africain a 2 téléphones portables, donc ils sont très avancés. Donc, pour le travail, on crée de l'emploi, on développe le pays, et en plus on crée le marché. Oui. Je vous rappelle que le Nigeria, dans moins de 10 ans, il y a plus de Nigérians que d'Européens. Et d'ailleurs, le Nigeria a des ambitions spatiales au-delà des satellites assez importantes. Ils veulent envoyer quelqu'un dans l'espace d'ici 2030, donc des ambitions affichées assez importantes. C'est marrant de retrouver les mêmes ambitions entre la conquête spatiale, l'exploration spatiale, cette recherche de souveraineté numérique via les satellites. On retrouve vite les mêmes enjeux. Une fois qu'on sait qu'on peut avoir accès à l'espace, c'est un peu ça le sujet, on veut y aller jusqu'au bout. On a effleuré le sujet de cette notion de responsabilité. Pourquoi la France aurait plus un rôle à jouer, vous êtes 2 entreprises françaises, qu'un autre pays? C'est-à-dire, par exemple, les États-Unis, est-ce qu'ils pourraient s'emparer de ce marché-là? Alors, peut-être juste un petit mot, c'est que la France, je veux dire, nous, c'est un projet avec l'industrie française, mais c'est un vrai projet ambition européenne. Oui. Donc, on est en train de discuter beaucoup. Philippe est très actif dans les relations franco-allemandes dans le spatial pour le moment. Et l'objectif, c'est d'avoir un axe franco-allemand et puis une structure européenne. On parlait de Copernicus, on parle avec les institutions européennes, avec l'ESA. Donc, déjà, c'est pas juste la France, c'est l'Europe. Et je pense que les États-Unis, il faut une identité européenne. Il est important, et les pays sont très sensibles à ça, évidemment. Vous connaissez des problématiques type l'ITAR, c'est-à-dire l'indépendance, être sûr de pouvoir avoir le contrôle et son autonomie, quelque part, parfois, avoir une solution autre qu'une solution américaine, intéresse beaucoup de pays. Et dans ce cadre-là, l'Europe et la France... Il y a plus de confiance, en fait. C'est une question de confiance aussi, de crédibilité, peut-être ? Peut-être, de confiance et de valeur. Et d'autonomie. On laisse beaucoup plus d'autonomie. Oui. On a des coopérations plus ouvertes. Je ne sais pas. Oui, je crois que... On n'est pas forcément là pour parler des États-Unis, mais les États-Unis, c'est une puissance considérable. C'est plutôt pour comparer la position de la France et le rôle qu'elle va prendre. Exactement. C'est une puissance considérable, qui a un savoir-faire. C'est la première économie spatiale mondiale. C'est indiscutable et on ne prétend pas effectivement renverser cet état de fait. Par contre, effectivement, il y a des caractéristiques, et nous on les vit très concrètement, des caractéristiques spécifiques françaises. Il y a un savoir-faire français qui soit technologique, qui soit aussi en termes de partenariat public-privé. C'est quand même un point qu'il faut signaler. Le partenariat entre le privé que nous représentons, complètement entrepreneurial, et puis le public marche plutôt bien en France. Donc, en particulier, on travaille très bien avec le CNES, qui a développé un savoir-faire de coopération avec les entreprises, les start-up, les entrepreneurs remarquables. Et on l'a vraiment expérimenté parce que cette filière, en fait, nanosatellite française, on l'a montée avec eux, en co-investissant, en bénéficiant du croisement des savoir-faire, etc. D'ailleurs, vous avez envoyé, on peut le dire, les nanosatellites avec le CNES Angels. Ça a été un co-développement, un co-investissement. Voilà. Donc ça, c'est quand même une tradition française qui est très forte et qui est une force. On espère que ça va continuer, que ça va s'amplifier. Il y a effectivement des initiatives dans le cadre du plan de relance, etc., sur lesquelles on pense que ce sont d'excellentes opportunités d'accélérer ce mouvement. Et puis comme je le signalais, il y a aussi une tradition de coopération avec un certain nombre de pays qui font confiance à la France, confiance à la France, et cette confiance, c'est quelque chose. Ils savent effectivement que on a des intérêts communs et qu'on joue vraiment le jeu, qu'on joue vraiment le jeu d'une coopération en cherchant à aider
à aider ces pays à se développer. C'est bon pour eux, mais c'est bon pour nous aussi. Enfin, je crois qu'on a ce que vous expliquez, ce que vous nommiez la responsabilité. Ouais. On a quand même intérêt, enfin, en tout cas, c'est notre position à la fois être français et d'entrepreneurs, que les pays se développent et protègent leurs ressources. Enfin, bon, on pourrait développer. Ce sera les collaborateurs de demain. Exactement. Et on a intérêt à ce qu'il y ait des foyers de développement économique, des foyers de stabilité, des foyers qui respectent, enfin, des pays qui aient les moyens de respecter effectivement les accords internationaux. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Le spatial joue un rôle fondamental et le spatial et le New Space. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez central dans ces grands enjeux mondiaux. De demain. Pour conclure, Olivier Pieps, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'il disait, Philippe Gauthier? Mais moi, je pense en effet, même d'un point de vue démocratie, je veux dire, je pourrais appeler ça le dilemme libyen, c'est-à-dire qu'on a parfois tendance à croire que des pays, soit pour qu'on tienne la Méditerranée, qu'on tienne le monde, il faut un pouvoir fort, parce que sinon c'est le chaos. Nous, on pense à une troisième voie, dans la coopération, en donnant avec un système comme Prométhée une vraie souveraineté spatiale, la capacité de checker et d'avoir le contrôle sanitaire, de sa sécurité, de sa stabilité. On crée vraiment des structures stables et qui sont des acteurs autonomes, démocratiques, capables aussi d'avoir une action qui diffuse d'un point de vue régional et d'avoir des vrais alliés. Je crois qu'il y a un rôle à jouer et le spatial est un outil formidable et on a pu descendre grâce au New Space en fait je dirais la barre d'accès à des pays qui jusqu'ici ne pouvaient pas utiliser cet outil. Merci beaucoup Olivier Pieps, président de Prométhée, d'être venu sur le plateau de Smartech. Merci à vous aussi Philippe Gauthier, président d'Emeria. Le temps d'une courte pause et on se retrouve pour votre rendez-vous avec le gentleman du numérique.